Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir à l'émission Confidence entre dirigeantes et pour cette émission du 29 juillet, j'ai le plaisir d'accueillir Joséphine Santacross. Bienvenue Joséphine. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Bon, génial. Alors, cette émission Confidence, c'est une émission dédiée aux femmes chefs d'entreprise et dirigeantes qui a été créée au mois de mars dans un objectif de créer un cercle de partage et de soutien pour les femmes chefs d'entreprise et dirigeantes dans leur évolution et dans leur vie de femme et à la fois de chef d'entreprise sur des thématiques business, management, organisation et aussi développement personnel. Parce que je dirais les deux aspects sont importants, en tout cas pour pouvoir avancer et grandir dans nos vies de femmes chefs d'entreprise et également de femmes, de mamans, d'épouses. Voilà, dans nos multiples vies, et c'est ce qui fait notre réussite et notre bonheur. Alors, eh bien, aujourd'hui, c'est Joséphine qui se prête au jeu de confidence. En tout cas, je suis vraiment ravie de t'accueillir, Joséphine. C'est un vrai plaisir, une grande joie, surtout qu'en fait, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps grâce à Muriel Barraud, d'ailleurs, que je remercie, qui nous a mis en contact toutes les deux. C'est récent et on a préparé l'émission, eh bien, il y a quelques jours, et il y a quelques jours que j'ai découvert Joséphine, et ça a été une magnifique et belle rencontre qu'on a passé un vrai plaisir de découvrir son parcours. Vous allez le découvrir, c'est un parcours très inspirant, c'est une femme en tout cas qui a construit plein de belles choses dans sa vie et qui a encore plein d'autres choses à vivre assez incroyables. Donc j'ai hâte en tout cas de vous la présenter. Alors, Joséphine, Joséphine est gérante et présidente de deux agences de voyage, une qui sont des agences sur Internet, elle va vous expliquer un peu mieux que moi. Donc, une agence qui s'appelle Océane.com, qui est spécialisée dans la plongée. Et puis une autre agence, Les Voyages de Joséphine, qui est également une agence sur le web et qui regroupe du tourisme, je dirais, plus classique, mais dans un concept écotourisme authentique et sur mesure. C'est deux belles agences qu'elle a montées il y a déjà 11 ans, c'est ça? C'est ça, 11 ans, oui. C'est ça, avec un beau chiffre d'affaires et 3 salariés. Et donc, eh bien, on va découvrir ton beau parcours, les hauts, les bas, comment tu as dépassé ça et la vision aujourd'hui de ton métier, du secteur du tourisme, de ton entreprise avec effectivement la crise, puisque le tourisme est justement touché de plein fouet. C'est un secteur qui n'est pas évident. Aujourd'hui avec ce qu'il se passe et on va voir comment effectivement tu abordes la question et comment tu rebondis et ça peut vraiment, je suis sûre, aider plein de femmes dans ces difficultés que tu rencontres. Alors, Joséphine, donc déjà, oui, je ne me suis pas présentée, donc je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Emmanuelle Jolivet, je suis dirigeante de la société Emmanuel, spécialisée dans le leadership au féminin des femmes chefs d'entreprise et dirigeantes par la transformation neuro-émotionnelle, c'est-à-dire la reprogrammation du cerveau au succès, à la réussite au féminin, et également toutes les stratégies de croissance externe. Et puis, je suis également créatrice de l'Académie Leader Life au féminin et créatrice de cette émission Confidence dédiée aux femmes chefs d'entreprise. Alors, Joséphine, ma première question, en fait, tu as un métier dans le tourisme, hein, l'agence de voyage qui fait rêver et en plus, c'est ta passion. Tous les gens, j'imagine, t'envient hein, quand on voit quelqu'un qui travaille dans le tourisme, qui voyage, voilà, c'est quelque chose qui fait rêver.
tu voyages et tu fais voyager les gens. C'est un métier que tu exerces depuis 30 ans, ce beau métier. D'où te vient cette passion dont tu as fait ton métier finalement? Eh bien, écoute, d'où me vient cette passion? C'est vrai que c'est une réelle passion. D'où me vient-elle? Écoute, en cherchant bien, je pense que ça me vient de mes… quand j'étais petite fille, je me souviens m'ennuyer tout le temps. Je me plaignais à ma mère. Je m'ennuyais. Je m'ennuie souvent. Donc, je pense que je rêvais d'évasion, que je rêvais de bouger. J'ai besoin de beaucoup bouger, de découvrir le monde, découvrir les gens, etc. Donc, je pense que cette passion du voyage m'est arrivée de toute petite, en fait. C'est presque inné, je dirais que c'est quelque chose d'inné chez moi. D'accord, ok. Donc, effectivement, comme tu dis, ça vient de l'enfance et ça vient de l'ennui. Donc, c'est intéressant ce besoin de voyager. Et qu'est-ce qui faisait que, petite fille, finalement, tu t'ennuyais autant? Je ne sais pas, je pense que pourtant, ma maman s'occupait bien de nous. On avait pas mal d'activités. Enfin, elle faisait ce qu'elle pouvait de nous, mais je ne sais pas pourquoi je m'ennuyais. Il fallait que je pense que je suis quelqu'un d'hyperactive et il m'en fallait toujours davantage. La curiosité, d'aller l'avant, puis les challenges aussi. Je pense qu'il me fallait toujours plus. Ouais, d'accord, ok. Intéressant. Quel est le concept en fait de tes agences? Sur quoi repose ce côté unique et différenciant que tu as sur le marché? Alors déjà, les 2 agences de voyage sont effectivement des agences de voyage sur Internet, mais ce n'est pas tout à fait l'agence de voyage sur Internet comme on l'imagine, dans le sens où on ne peut pas faire de réservation en ligne chez nous. On met en ligne nos collections de voyages, notre propre production de voyages, et les clients intéressés prennent contact avec nous, peuvent venir nous voir. On a aussi des bureaux pour les accueillir et ça se termine en fait ou au téléphone ou par mail. Et on a des vrais échanges avec nos clients pour aller chercher le voyage qui leur correspond, le voyage sur mesure qui leur correspond à eux et parfois même à personne d'autre. Donc, on est sur le web avec un côté humain derrière et on va peaufiner la demande du client jusqu'à lui trouver le voyage de ses rêves. Ok, et ça, c'est ce que tu adores faire et ce que tu fais très bien. C'est ma vraie passion. C'est ça, faire du voyage avec mes clients, voilà. Ouais, c'est ça, voyager avec tes clients. Et si tu osais vraiment, si tout était possible et si tu osais, comment est-ce que tu ferais évoluer ce concept vraiment au fond de toi, dans tes rêves? Si tu devais le faire évoluer, tu le ferais évoluer comment? Alors, moi, mon idée de ce concept, mais c'est vrai que je ne sais pas encore comment comment le mettre en pratique, parce que je pense que il peut y avoir quelques obstacles. Je fais aujourd'hui parler énormément mes clients pour savoir qui ils sont, parce que je ne les ai pas en face de moi, pour savoir qui ils sont, quels sont leurs goûts, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, parce que tout le monde est différent. Tu cherches à les connaître, en fait. Tu cherches vraiment en profondeur. Exactement, en profondeur. Et ce qui me servirait le plus, en fait, mais je ne sais pas comment ce serait de connaître l'endroit, enfin, leur environnement. Si je pouvais leur demander une photo ou une vidéo de leur environnement, ça me permettrait de vraiment situer leur environnement et donc leur proposer le voyage vraiment qui correspond, parce que par définition, on ne part jamais dans un endroit qui pourrait être moins bien que ce que l'on a déjà à la maison. Donc, c'est un petit peu ce concept-là. Oui, c'est ça. Donc, quelque part, tu leur demanderais de filmer leur maison. C'est ça, ce serait… Voilà. Alors après, ça peut être un petit peu de la curiosité, ça peut être pris comme ça, donc c'est pour ça que je n'ose pas encore… L'idée est là, quoi. Je ne sais pas, il faudrait que je réfléchisse davantage et que je mette ça en pratique. En tout cas, c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, la maison parle, notre maison, la manière dont elle est rangée, animée, l'ambiance, etc., parle de qui on est. L'équipement, etc., parle, exactement, tout à fait. Exactement. Super. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu aimes aller au bout. Oui, je vais en profondeur. Ouais, je vais aller chercher. Profondeur et vraiment en lien avec la personne. Donc, le côté humain est très important. Ah, c'est très, très important. Oui,
chaque voyage est unique. C'est un petit peu le concept de l'agence d'ailleurs. Chaque voyage est unique parce qu'il y a des voyages que je monte pour des personnes que je ne revendrai peut-être pas de la même façon à d'autres personnes ou alors les adapter différemment. Mais quand on fait du sur-mesure, on fait carrément des voyages uniques pour chaque personne. Ça donne envie. Ouais, j'espère. J'ai envie de partir avec toi. Qu'est-ce que tes clients aiment et disent de toi, en fait? Parce que c'est souvent nos clients qui parlent le mieux de nous. Qu'est-ce qu'ils Ouais. aiment et qu'est-ce qu'ils disent de toi, de la femme? Qu'est-ce qu'ils apprécient quand ils travaillent avec toi, avec tes collaborateurs? J'imagine que tu as choisi à ton image. Hein. Qu'est-ce qu'ils aiment Absolument. chez Océane.com et les voyages de Joséphine? Alors, c'est vrai que je réussis, j'ai la chance de réussir à créer des liens assez forts avec mes clients et je finis par les connaître, on rentre dans les détails comme ça. Alors, dans la vie privée, mais bon, et souvent, quand je réussis, et la plupart du temps, j'y arrive, hein, si c'est tout le temps, quand ils reviennent de voyage et qu'ils ont en fait réalisé le voyage de leur rêve, j'ai réussi à leur trouver le voyage de leur rêve. D'abord, c'est énormément de remerciements et donc de confiance pour le voyage d'après. Et le petit surnom qu'on me donne très, très, très régulièrement, c'est vous êtes mon ange gardien, d'où Joséphine, ange gardien. Donc, C'est génial! Bon, je ne sais pas si c'est génial, mais en tout cas, voilà, vous êtes mon ange gardien. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent de la part de mes clients. C'est mignon. D'accord. Okay. Quel lien est-ce que tu fais avec ta personnalité? Finalement, comment tu te décrirais? C'est quoi Joséphine? Qui est-ce que tu es? C'est quoi ta personnalité, tes valeurs, ce qui est important pour toi? Enfin, comment tu te définirais? Quelle femme tu définirais derrière la professionnelle? C'est toujours difficile de parler de soi. Je ne sais pas, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement empathique, peut-être beaucoup trop d'ailleurs. Mes valeurs, bah, c'est l'honnêteté, c'est la franchise, c'est l'humanité, enfin, c'est des valeurs assez classiques, somme toute. C'est des gens vrais, en fait. Voilà, j'aime m'entourer de gens vrais. D'accord, ok. Ça, c'est tes valeurs. Et au niveau de ta personnalité, ce qui fait toi, quoi, ce qui fait qui tu es, Ma personnalité. c'est ton côté, tu l'as peut-être dit, je sais pas, c'est le côté joyeux, tu en as parlé de ce côté-là, parce que c'est quand même quelque chose qui te caractérise. C'est sûr que je suis quelqu'un, je pense que je suis quelqu'un d'assez joyeuse, j'aime la vie, je suis un bout en train en général, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup voilà, les bonnes soirées, les bonnes ambiances. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Plus jovial. Et oui, et le côté voyage, forcément, ça fait le lien avec, en tout cas, Oui, absolument, ouais, tout à fait. Et finalement, tous les jours, tu remplis complètement, en faisant le métier que tu fais, ta mission sur cette terre, celle qui donne du sens à ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu la définirais au sens large, finalement, ta mission sur cette terre? J'ai la chance déjà d'exercer un métier qui me passionne. C'est pas, je pense, le cas de tout le monde. Donc, c'est vraiment la chance. Et en plus de voyager, donc c'est vraiment une double chance pour moi. Je pense que ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les autres à vivre des expériences extraordinaires, des voyages, des expériences de rêve aussi. Voilà, j'essaye en fait de leur apporter ça. En fait, tu les sors du quotidien. J'aime les sortir du quotidien, de les dépayser aussi et oui, de les faire rêver. De les faire rêver parce que le tourisme, c'est un métier de rêve en fait, hein, tout simplement. En fait, tu fais la même chose que quand tu étais petite. Il y a un lien avec ton histoire et ton passé. Tu les amènes à sortir, pas forcément de l'ennui, mais en tout cas de sortir de leur quotidien, s'évader, comme tu en avais besoin petite finalement. Tu en as fait ta mission. Mais peut-être, oui, peut-être qu'il y a un lien fort effectivement entre ce que je ressentais petite et ce que j'en ai fait aujourd'hui. Oui, oui, sans doute, oui. Et souvent, sa mission, en tout cas, c'est forcément lié, souvent c'est lié à, elle va se dévoiler par rapport à une souffrance qu'on a pu vivre enfant de 0 à 7 ans. Et en fait, cette souffrance va nous amener à trouver notre mission. Et pour réparer cette souffrance, bah, quelque part, notre mission, elle se dévoile
Et en tout cas, c'est intéressant. Il y a de beaux liens qui sont reliés, je trouve, à ton enfance et qui donnent toute cette richesse que tu fais avec tout ton cœur. Oui, en tout cas, oui, c'est ça. Euh, euh, Oui, tu as dit que ces voyages, en tout cas, ils nourrissaient, ils remplissaient chez toi, comme pour tes clients, hein, des expériences nouvelles, des dépaysements, des découvertes. Tu m'as parlé que pour toi, voyager, c'était un besoin vital, voire même pathologique, hein, tu m'as parlé. En fait, qu'est-ce Oui, que oui, je me pose sur cette question parce que tu voyages, enfin, je veux dire, parce que ta vie, en fait, comment elle s'organise, puisque tu as tes bureaux qui sont, tes agences qui sont dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Alors, Comment j'ai la chance. Donc, avec mon conjoint, on a monté cette agence en premier, les voyages de Joséphine. On l'a montée de façon nomade, de façon en fait à pouvoir continuer à voyager, parce que les voyages, c'est des voyages plaisir, mais c'est aussi des voyages de formation, des voyages professionnels. Ça me permet d'enrichir mes connaissances sur les destinations, sur les hôtels, sur les visites, etc. Donc, Et tu testes tout, c'est ça? Tu testes tout, en fait. Avant je, de proposer à tes clients, tu testes. je teste. Je teste et puis c'est la meilleure façon d'en parler quand même, hein. Oui, Et puis de savoir exactement. Puis alors, quand on rentre dans les détails avec les clients en leur disant, vous verrez dans cet hôtel-là, vous prenez tel plat, vous allez voir dans tel restaurant, on mange bien. Enfin voilà, vous ils sont prenez tel surpris. plus pour vous rendre. Je veux dire, c'est du vécu. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qu'ils apprécient. C'est pas une brochure en fait, hein. C'est vraiment Ouais. et ce sont des détails qui font la différence. Et pour continuer donc justement à vivre ces expériences, à travailler, à proposer ces voyages et à continuer à se former comme ça, on a monté en fait une agence qu'on pourrait appeler effectivement nomade, puisqu'on part 4-5 fois par an, si c'était même plus, et on part Ouais, parfois 7 fois par an. ouais, parfois 7 fois, parce que dès que l'occasion, et encore, hein, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sinon ce serait davantage, mais on part, moi, voilà, l'impératif quand je pars en voyage, c'est d'avoir une connexion Internet partout où je vais. Mmh. De façon à pouvoir, j'emmène mon ordinateur, mon téléphone, et les clients, à la rigueur, ne savent même pas où je suis, parce que je continue de travailler partout du Partout coup dans dans le le monde. monde, absolument, de la même manière. Donc, voilà, l'utile et l'agréable en même temps. Et c'est finalement, on n'avait pas forcément fait attention, mais c'est un concept absolument génialissime parce que voilà, on continue de voyager partout, on ne se prive pas de voyage. Voilà. Ok. Alors, tu disais que c'était un besoin vital. Je réinsiste sur Oui. ce point parce que justement, on va rentrer un petit peu dans l'émotionnel. C'est un besoin vital et tu me disais, voire pathologique. Donc, j'ai envie de te poser comme question, en fait, qu'est-ce que tu fuis quelque part tu as parlé certainement peut-être d'ennui, hein, finalement, ça vient de ton enfance, mais qu'est-ce que tu fuis encore aujourd'hui en allant finalement combler enfin, avec ce besoin viscéral, pathologique, c'est toi qui l'exprimes, hein, de voyager, d'être en hyperactivité constante, de te nourrir avec ça. En fait, finalement, si tu prends un petit peu de recul, est-ce que tu fuis quelque chose? Qu'est-ce que tu pourrais fuir? En fait, je me pose cette question, qu'est-ce que je fuis? Est-ce que je fuis quelque chose ou pas finalement? Parce que je n'ai pas l'impression de fuir quoi que ce soit. En même temps, effectivement, c'est vital pour moi. Et je dis pathologique parce que j'ai toujours, bon, à part bien sûr en ce moment, avec le Oui, avec Covid, la on est un petit peu bloqué, mais j'ai toujours 3-4 voyages d'avance en fait. Et qu'est-ce que je fuis à part l'ennui? ça. Ça, c'est ce côté que je pourrais fuir. Maintenant, ce que je vais chercher, c'est vraiment le dépaysement, c'est l'authenticité, et puis c'est de la découverte. Il faut absolument que je parte découvrir tout ce que je ne connais pas. Il m'en reste encore. Il t'en reste encore. Hein. Ouais. C'est quoi les inconvénients quand tu es dans l'extrême de cette hyperactivité? Ben, c'est de s'user, en fait, c'est de se fatiguer, de s'user, et puis et, et de peut-être pas vivre assez intensément chaque chose, puisqu'on y va trop vite. On fait trop vite, en fait. Oui, c'est ça. Parce que finalement, est-ce que tu te poses vraiment? J'essaye, Mmh. mais je ne pense pas y arriver. Il y a encore des efforts à faire. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais, donc c'est intéressant. En tout cas, effectivement, dans l'extrême, quand tu dis effectivement que ça devient pathologique, effectivement, dans l'extrême, forcément, tu vas combler quelque chose, un vide intérieur, peut-être un manque affectif, enfin quelque chose. Et ça,
c'est très courant chez la femme parce que souvent, on fait plein de choses à l'extérieur pour pas aller voir à l'intérieur ce qui se passe et se connecter vraiment avec qui on est. Et souvent, comme on y trouve le vide, eh bien, on préfère faire plein de choses ailleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on se nourrit. Mais en fait, à un moment donné, on se perd et on s'épuise et on perd. En tout cas, c'est l'inconvénient. Hein. C'est ce que tu disais, que parfois, la paix intérieure et le calme, ça nécessiterait d'en avoir un peu plus. Ça ferait du bien. Ça ferait du bien. OK. Tu es en fait une grande optimiste, joyeuse, chanceuse. Quelle confidence en fait tu as envie de nous faire et dont tu es fière quand tu as lancé ton entreprise? Oui, de ce que je suis fière. Alors déjà d'avoir monté cette entreprise, c'était pas quelque chose que j'avais prévu à l'avance. J'avais pas l'ambition en fait quand j'étais plus jeune de créer ma propre boîte. C'est mon conjoint en fait qui m'a mis sur cette voie et puis qui m'a donné les ailes en fait pour me lancer, et il m'a aidé. Il est toujours à mes côtés de toute façon. Il m'aide. Et d'ailleurs, en revenant sur ton conjoint, parce que quelque part c'est une personne importante pour toi, Jean-Noël, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Effectivement, l'histoire a commencé grâce à toi et grâce à lui, qui t'a permis en tout cas de t'envoler et de t'autoriser et d'oser. Et comme tu dis, plein de gratitude parce que du coup, ça t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. En tout cas, ça a été l'accélérateur. En quoi finalement il est important dans ta vie par rapport peut-être, je ne sais pas, ce soutien, cet oser, en quoi il est important dans ta vie, dans ce qui t'apporte et dans ce qui te… Alors, dans ma vie de chef d'entreprise, il est très important parce qu'en fait, lui a déjà été chef d'entreprise, et donc du coup, il a une expérience que moi, que je n'avais pas. Et… à 11 ans, quand tu as démarré. Absolument, tout à fait. Il avait déjà eu sa boîte, et en fait, il a une expertise que je n'avais pas, et encore aujourd'hui, son expérience… L'expertise que tu n'avais pas, qu'il a et qu'il a encore aujourd'hui. Qu'il a encore, exactement. On se sert de ses succès, de ses erreurs, parfois aussi, pour justement ne pas les reproduire dans la boîte que l'on a ensemble. Donc, c'est très important qu'il soit à mes côtés. D'accord. Et lui, son rôle… comment vous avez défini vos rôles? Parce que c'est pas facile de bosser en couple, j'imagine. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est de plus en plus facile en fait. Finalement, on fait à tout. Et on est très complémentaires parce que sa partie à lui, en fait, c'est pas du tout le tourisme, c'est l'informatique. Donc en fait, voilà, on n'avait pas tout de suite pensé à ça, mais c'est vrai qu'avec nos deux professions, eh bien, en fait, on a créé, c'était finalement une évidence de créer cette agence, puisque c'est lui qui a fait notre site internet, c'est lui qui mettait… Oui, parce qu'en plus, les deux agences sont sur le web. Donc c'est sur le web, voilà, il y a les sites et il y a tout le métier de référencement qui va derrière, etc., qui est un vrai métier du tourisme, l'informatique en général et du tourisme en particulier. Et c'est sa partie à lui, en fait. Donc ça, on est très complémentaires finalement, et c'est génial. Alors, on travaille ensemble, mais du coup, chacun son métier, donc on ne se marche pas dessus quand même. Oui, c'est ça, donc c'est intéressant. Alors, je reviens à ma question. Quelle confidence tu as envie de nous faire? Parce que quelque part, c'est quand même au lancement de ton entreprise, hein, de l'agence de voyage, il t'est arrivé quand même quelque chose d'incroyable dont tout le monde rêverait aller chercher. Moi, tu te l'es attiré. Et est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve que c'est une belle magie de la vie qui t'est arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce qu'elle continue encore aujourd'hui. Tout à fait. On a eu la chance énorme, tout juste un mois après l'ouverture officielle de l'agence, en fait, j'ai reçu l'appel du service de production de TF1 qui me demandait de participer, en fait, de leur fournir pas moins de 40 voyages pour l'émission du Juste Prix, pour les voyages qui sont proposés dans la vitrine du Juste Prix. Alors, je ne connaissais pas trop l'émission à l'époque, etc. Donc, je suis allée voir un petit peu sur Internet de quoi il s'agissait. Ils m'ont même invité sur le plateau parce que j'étais un petit peu sceptique parce que c'était quand même beaucoup de travail. Donc, on a participé aux enregistrements. C'était vraiment très chouette. Et cette dépense a duré, je ne sais pas, 5-6 ans. Pendant 5-6 ans, j'ai
programmé, en fait. J'ai participé j'ai organisé les voyages de la vitrine du Juste Prix, surtout le voyage final. Et ça, c'était génial parce qu'il demandait des voyages absolument exceptionnels. On rentre vraiment dans du très haut de gamme, des voyages sur mesure, avec des photos HD. Alors, bien sûr, je n'avais pas toujours. Donc, quelquefois, je partais en voyage, on prenait nos photos. Donc, à la télé, c'est nos photos qui paraissaient. Et puis j'avais vraiment, on avait vraiment beaucoup de sympathie avec l'équipe. Et puis quand je revenais d'un voyage, ils me demandaient toujours ce que j'en pensais. Et du coup, tu nous le proposes à aux prochaines émissions. Et c'était parti comme ça. Et ça a été une très très belle expérience. Et puis ça nous a permis de décoller en plus. Et puis aujourd'hui, on continue encore un petit peu. L'émission s'est arrêtée. Donc peut-être que si un jour elle redémarre, je pense qu'ils feront appel à moi. Et je répondrai avec plaisir. Mais ouais, c'était vraiment un super coup de fouet. C'était vraiment génial. Ah oui, et surtout au démarrage, c'est quand même assez incroyable parce que comment est-ce qu'ils t'ont trouvé vu que tu démarrais? Sur le web, ça c'est grâce à Jean Noël. Grâce à Jean Noël. Voilà, le référencement, ça compte. Voilà, d'ailleurs, je me souviens très bien qu'ils m'ont dit comment ça se fait qu'on ne vous a jamais trouvé, on vous découvre que maintenant, alors que je n'ai pas osé leur dire que ça faisait un mois qu'on existait, en fait, parce que voilà, je trouvais que ça ne faisait pas sérieux. Non, je peux le dire, parce qu'ils ont finalement trouvé que le travail était très bien fait, que le sérieux était là, donc c'était vraiment très très chouette, très très belle expérience. Ouais. Et on est fiers. Oui, tu peux en être fier. Et aujourd'hui, l'aventure continue. Tu bosses encore avec eux, c'est ça? Exactement. Quelquefois, ils m'appellent pour des petites émissions. Voilà, quand il y a des voyages à gagner sur certaines émissions, on fait encore appel à moi. Ah, c'est génial. C'est génial, hein, ouais, tout à fait. Ouais. C'est une belle. En tout cas, c'est un bel avantage pour l'agence aussi, même en termes de communication et de promotion. Ça veut dire que quelque part, ce que tu fais a de la valeur. 11 ans après, ils sont toujours là, quoi. Ils sont toujours là, tout à fait, oui. Okay. Et d'ailleurs, il y a des gagnants de l'émission, puisqu'en fait, après, c'était moi qui étais… je devais contacter les gagnants et organiser des voyages avec eux. Et certains sont restés des clients. Hein. Ouais, super. Ok, ils ont vécu une tellement belle expérience que finalement… Ils leur demandent. C'est ça, après, ils en redemandent. Ok. Alors, tu es une femme indépendante, warrior, hein, c'est ce que tu m'as dit, qui s'est battue pour réussir et qui se bat encore pour prendre sa place de femme chef d'entreprise. Quel lien tu fais de ces traits de caractère finalement avec ton enfance, avec ta famille particulièrement finalement, ce côté indépendant, warrior, qui se bat. Tu m'as même parlé de parfois tu vas chercher les choses au forceps. Forceps, oui, absolument. C'est l'expression que j'utilise souvent. Je pense avoir de la chance dans la vie, plein de belles choses qui m'arrivent, mais c'est vrai que globalement, j'ai l'impression d'aller chercher des choses toujours, de réussir, mais de réussir au forceps. C'est jamais cadeau, c'est toujours aller… mais bon. Peut-être que c'est des choses, après on les mérite mieux, je ne sais pas, peut-être qu'on les apprécie mieux de ne pas avoir tout cadeau comme ça. Oui, en tant que femme, c'est vrai que je suis issue d'une famille italienne. Avec un papa qui est, je ne sais pas si on peut appeler ça macho, mais en tout cas très ancré avec ses origines du sud de l'Italie. Et il nous a élevés, en fait, il fallait que la femme soit une femme, je ne vais pas dire soumise, mais quand même, il fallait apprendre à cuisiner, il fallait apprendre à tricoter, il fallait faire des choses comme ça. Et moi, je ne suis jamais rentrée dans ce moule et j'ai jamais voulu rentrer dans ce moule. Alors, est-ce que c'est parce que juste avant moi, j'ai un frère et que lui, il avait des droits et que mes grandes sœurs n'avaient pas et que je me suis dit peut-être que moi, je veux faire comme lui et pas comme elle. Je me suis toujours battue, en fait, pour avoir les mêmes droits que les hommes, tout simplement, parce que je trouve que c'est une très grande injustice que de ne pas avoir les mêmes droits, alors qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas les mêmes droits, tout simplement. Sans rentrer dans le féminisme, hein, pas du tout. Mais ça doit être… Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'égalité homme-femme justement dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui?
Alors moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que justement, avant, il n'y avait pas assez de femmes, elles n'étaient pas assez reconnues. Donc, je pense que ça a permis d'avoir plus de femmes, surtout sur les postes de pouvoir. Mais en même temps, je me pose la question de la parité parce que je trouve que c'est du coup un peu too much. Choisir quelqu'un par son sexe, je trouve ça un petit peu too much. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut que ce soit, on puisse choisir quelqu'un par rapport à un talent, et peu importe, soit une femme ou un homme. Alors, peut-être que le juste milieu, ce serait d'avoir la parité avec, je sais pas, une petite marge de 10 ou 20%, mais pas une parité égale. Je pense que le talent doit aussi rentrer en ligne de mire lorsqu'on recrute quelqu'un. En tout cas, ces lois ont été faites pour aller plus vers la parité, parce qu'effectivement, c'est quand même les inégalités, Bien sûr. beaucoup de niveaux hein, qui régnaient et qui règnent encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ça a permis au moins de Mais boucler ça. effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une question de compétence, c'est une question de talent qui est important en tout cas de mettre en avant et de valoriser plus qu'une histoire de parité en soi, quoi. Mais de toute façon, en général, les femmes qui sont nommées sont des femmes de talent Oui, de toute façon, oui, heureusement, voilà, tout à fait. et des femmes compétentes. Mais je pense qu'il fallait en passer par là, de toute Ouais. façon. Bon. Donc, on revient un peu à ce côté warrior. Tu m'as parlé aussi, souvent, en fait, je rentre un petit peu dans le passé de Joséphine parce que je trouve que c'est intéressant, parce que nos comportements d'aujourd'hui en tant que femmes dirigeantes découlent souvent de notre histoire, enfin c'est même pas souvent, c'est systématiquement de notre passé de 0 à 7 ans, c'est ce qui nous a construit. Et Joséphine m'a parlé d'un événement majeur aussi qui fait ce côté où elle a toujours lutté pour prendre sa place, et ça a eu des effets super positifs parce qu'aujourd'hui tu serais pas là où tu serais et ça t'aurait pas construit de cette manière-là avec toute la volonté que tu as. Après c'est juste un curseur à adapter pour pas s'épuiser et être perpétuellement dans cette lutte, ce combat, cette rage ou parfois même cette colère, hein, cette injustice, cette insatisfaction qui peut parfois te caractériser, hein, c'est ce que tu me racontais. Il y a un événement marquant à ta naissance. Est-ce que tu veux en parler? Parce qu'effectivement, ça peut expliquer finalement ce côté de lutte et de combat pour exister. Et je pense que ça peut parler à pas mal de femmes. Ah, bon, oui, je vais en parler. Je n'ai pas trop envie voilà, de rentrer dans les détails à ce sujet. Mais, Non, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails, voilà, mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, j'ai toujours en fait eu ce caractère très fort et je pense que c'est dû au fait que je n'étais pas une enfant désirée. Ma maman me l'a dit, j'ai toujours su. Hein, je veux dire, je l'ai jamais vécu comme une souffrance. Hein, faut bien préciser. Et ma maman me le disait souvent, je ne te voulais pas. Et elle a même essayé voilà, de me faire passer. Ça n'a pas fonctionné et je me suis toujours. C'est-à-dire qu'elle a essayé d'avorter? Absolument. Et ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, je me suis toujours dit, d'ailleurs, je lui disais petite, eh ben, tu n'as pas voulu de moi. Eh ben, je me suis accrochée. Et maintenant, parce qu'elle trouvait que j'étais très fatigante comme petite fille, et je lui disais, ouais, tu devais être franchement pénible, je pense. Et je lui disais, ben, tu vois, tu n'as pas voulu de moi. Eh ben, voilà, je me suis accrochée. Maintenant, je vais te le faire payer. Là, c'était bien sûr très, très, très humoristique. Hein, il n'y avait aucune vengeance. Et puis, c'est inconscient tout ça, souvent. Oui, mais du coup, ouais, donc j'ai jamais souffert de ça, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément une enfant désirée. Et du coup, est-ce que mon caractère vient de là? Peut-être, à toi de me le dire. Ah oui, en tout cas, il y a ce besoin quelque part de prendre sa place et de marquer sa place encore plus parce que forcément, à la base, on ne nous l'a pas donné. C'est ça. Donc, inconsciemment, inconsciemment, ouais, il doit y avoir quelque chose, oui. C'est ça, et c'est intéressant en tout cas, de faire des liens. Ça permet de comprendre déjà et puis de réparer certaines choses pour ensuite mieux prendre sa place en douceur. En douceur, Et ouais. c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on comprend, ensuite, après, c'est plus facile pour transformer. Avec quelques outils, ça devient plus léger finalement, surtout pour soi, parce qu'à un moment donné, l'histoire, c'est de se sentir en paix sans être Ouais. voilà, dans cette lutte et dans ce combat.
perpétuelle. Mais aussi l'histoire de la rage et de la colère, ça peut être un moteur pour certaines personnes et je pense que pour toi, parfois Je pense ça que l'a ça l'a été. été, absolument, oui. Hein, Même c'est plus, ça, je c'est ce pense que que tu ça me l'a été, disais. tout à fait. Ça l'a été, mais à un moment donné, ça devient épuisant. Donc c'est Oui, maintenant, intéressant c'est bon. Je voudrais bien passer de l'autre côté, voilà, absolument, de rester un peu plus… de passer de l'autre côté, c'est ce que tu disais. mm. Ces fondamentaux qui t'ont construit, donc cette famille, ce côté indépendant, warrior, etc. Qu'est-ce que ces fondamentaux-là, qu'est-ce qui t'ont permis de réaliser je dirais, dans ta vie, quoi? Qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser? Même si parfois ça peut agacer, qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser? Dans ta vie professionnelle, dans ta… Oh, je ne sais pas, je dirais ça m'a permis de m'imposer, oui, je pense que ça m'a permis de m'imposer, oui, par exemple, quand je veux quelque chose, mon caractère m'a permis effectivement d'aller au fond des choses et puis de m'imposer, de réaliser ce que j'ai voulu, quoi, voilà. Ouais. Ok, oui, donc d'avoir une volonté et de rien lâcher, quoi. Ouais, de rien lâcher, c'est vrai. Une vraie volonté, une aspiration de vivre et d'aller chercher, en tout cas, le bonheur. Oui, c'est ça. Ouais, donc intéressant. Et puis, tu m'as dit aussi que ça t'a permis d'être audacieuse et d'oser. Et tu m'as raconté une petite anecdote qui est sympathique quand tu as cherché du travail pour la première fois. Comment cette audace, en fait, finalement, t'a aidé? Est-ce que tu veux nous partager? Oui, absolument, absolument. Ça remonte bien sûr à quelques années déjà. J'étais en poste et je voulais changer de travail et j'ai trouvé une petite annonce en fait qui m'intéressait fortement, mais dont je ne correspondais absolument pas du tout au profil. Mais c'est pas grave, c'était pour moi en fait. Il me la fallait. C'était le poste que je voulais. J'y suis allée, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. On m'a reçu et puis en fait, on était assez nombreux à postuler pour ce poste-là. Il n'y avait qu'une seule embauche et puis et par mon toupet, par mon audace, etc. Je leur ai dit que effectivement je n'avais pas les compétences, mais que j'allais les apprendre et que j'allais leur prouver et qu'ils n'allaient pas être déçus. Et ils m'ont fait confiance et je suis restée 14 ans dans cette boîte-là où ça m'a permis d'apprendre plein de choses et en plus d'évoluer. Donc c'était voilà. Donc cette passion, cette force de persuasion et quand je veux quelque chose à fond comme ça, je pense. Et c'est une arme aussi de séduction. Oui, ça peut être une arme de séduction aussi, ça peut faire fuir, mais en général, ça plaît. En général, ça plaît. Ouais, génial. Oui, avec le côté passion, forcément, c'est toujours intéressant. D'un point de vue privé, tu m'as dit que tu t'es mariée jeune. Comment tu qualifierais, et puis après tu as divorcé, comment tu qualifierais avec le recul finalement cette première expérience? Avec le recul. Avec le recul, je vais dire un échec. Enfin, en tout cas, j'aime pas parler d'échec, donc on va dire une expérience qui n'était pas satisfaisante. Je pensais à ce moment-là… Ouais, qu'est-ce qui n'a pas été satisfaisant? Bon, en fait, je pensais, j'avais effectivement 20 ans, je pensais qu'à 20 ans, on avait atteint l'âge de maturité, on était enfin adulte et en fait, pas du tout. Donc, moi, j'ai continué d'évoluer, de grandir et pas lui. Donc, voilà, je me suis vite retrouvée plus du tout en phase avec lui et bon, il a fallu quand même un petit peu assumer, ça n'a pas été facile, mais voilà, après la décision, quand j'ai fini par m'avouer que de toute façon, il n'y avait pas d'autre issue. C'était une délivrance, en fait. D'accord. Ok. Tu m'as dit que tu as mis longtemps à prendre cette décision parce que tu avais des croyances, en fait, qui t'ont embourbé dans ce mariage pendant des années. Et ça, j'imagine qu'il y a plein de femmes qui nous regardent, qui ont dû vivre la même chose, ou d'ailleurs qui sont en train de le vivre et qui n'osent pas en sortir par rapport à certaines croyances. C'était quoi, toi, ta croyance qui t'a, pendant des années, empêché de prendre une décision?
surtout mon éducation, en fait. Dans l'éducation que j'ai reçue, on assume, on ne divorce Italienne? pas, en fait, hein. Voilà, italienne, on ne divorce pas et on assume. J'ai essayé, en fait, j'ai essayé pendant 10 ans d'assumer et puis de me dire, bon, ben là, tu as fait une erreur et il va falloir que tu fasses avec. Mais non, non, j'ai pas pu faire avec. Finalement, voilà, ça s'est révélé qu'il fallait absolument que je finalement mette un terme à cette union. Et aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû m'écouter parce qu'en fait, finalement, c'est que dans l'éducation, parce que finalement, ma famille m'a complètement soutenue dans cette démarche. Donc, voilà, je Donc, en pense, fait, tu as été ta propre limite. mais complètement, voilà. Donc, Et ça a duré plusieurs des temps. choses, le cas n'est pas facile, enfin, je veux dire, c'est pas facile à Non, parce que tu as 3 filles, 3 filles charmantes. Donc, tes filles, elles avaient quel âge quand tu as pris la décision de divorcer? Donc, 10 ans après que ça capote, que ça… Voilà, ben écoute, elles avaient 15 ans, 9 ans et 4 ans. Voilà. Oui, donc effectivement, au départ, elles étaient petites. Ouais. Quand ça a commencé, d'accord, ok. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris finalement, qu'est-ce que ça t'a appris de la vie, quoi? Ouais, de la vie, je sais pas, c'est une expérience effectivement. Qu'est-ce qu'elle m'a appris faut rester, moi aujourd'hui, ce que ça m'a appris sans doute, c'est de rester indépendante quoi qu'il arrive et de surtout pas, on dit souvent, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné, ça prend toute sa valeur, toute sa De ne forme. pas forcer les choses, c'est ça, c'est ce que tu dis. Oui, absolument, de ne pas forcer les choses et puis pas insister. Enfin, insister, il faut quand même essayer faut pas lâcher du premier coup comme ça, mais après, de ne pas insister, c'est vrai que c'est ridicule. Ouais, quand c'est pas aligné, à un moment donné, que son intuition dit que c'est pas bon. Il faut lâcher, ouais. Ouais, c'est ça. Mais il faut un déclic aussi, donc bon, voilà. Et alors, quel a été le déclic pour toi? Tu dis, aucune idée. Un matin. Un matin, au réveil, pof, c'était aujourd'hui. Voilà, c'était fini. C'est ça. Ouais. Le bon moment. Quand on parle du déclic, c'est ça, le bon moment était arrivé. Ok. Alors, tu as tes 2 sociétés depuis 11 ans, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu es partie de zéro et aujourd'hui, avant le Covid, en tout cas, combien de chiffres d'affaires tu réalisais avant le Covid, puisque forcément avec le Covid, c'est plus compliqué. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. On était à un peu plus d'1 800 000 de chiffre d'affaires. Ouais, donc en tout cas, 2 belles affaires, une belle réussite. Et combien de salariés? 3 salariés. En tout cas, c'est une belle réussite. Est-ce que tu peux nous parler de la face cachée de ce rêve aujourd'hui, finalement, avec la crise et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette vie de femme chef d'entreprise, peut-être ces dernières années, là, où ça a été un peu plus compliqué pour toi? C'est quoi qui a été le plus difficile et qui le reste encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on est en plein dans la crise et les problématiques, tu vas nous en parler, peuvent perdurer. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Alors, quand on a monté l'agence avec Jean-Noël, en fait, on n'était que 2. On avait décidé de rester 2 et voilà, ça marchait plutôt bien. Parce que les voyages de Joséphine ont été créés il y a 11 ans et il y a 5 ans, on a racheté la marque Océane.com. Qui déclinait. Donc voilà, il se trouvait que c'était des amis à moi qui travaillent dans cette agence-là, 2 amis de très longue date. Et donc je connaissais très bien l'historique de la boîte, etc. Donc on s'est dit on va racheter, on va sauver Océane parce que franchement ça en vaut vraiment la peine. C'était une vraie boîte avec des filles avec des valeurs et qui savent travailler, et qui savent voilà, on a un petit peu le même concept de voyage. Donc voilà. Et la difficulté que j'ai rencontrée, que je rencontre encore aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose d'inné, c'est la gestion du personnel. C'est pas simple pour moi. C'est pas simple pour moi parce que ce sont des employés et aussi ce sont des amis. Donc je pense que je n'utilise pas forcément les bonnes casquettes au bon moment
Et j'ai sans doute un petit peu pris la fuite à certains moments, en fait, parce que c'était difficile pour moi de gérer, en fait, cet ensemble, en fait. Je n'ai jamais, je n'ai jamais souhaité m'imposer en tant que chef d'entreprise, tout simplement, parce que je ne pensais pas que c'était nécessaire de le faire avec elle, et peut-être que j'ai raté quelque chose. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est intéressant ton analyse, mais est-ce que tu peux nous expliquer finalement le contexte et la problématique salariale que tu as rencontrée et qui, quelque part, a eu des conséquences importantes pour l'agence en étant dans ce rôle effectivement affectif et de sauveuse? Qu'est-ce que tu as failli mettre en péril, quoi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte brièvement? Parce que je pense que c'est intéressant et ça fait appel au fonctionnement de pas mal de femmes. Mmh. Il s'est trouvé que quand on a repris cette équipe, malheureusement, une de mes collaboratrices est tombée malade et effectivement, ça a mis un petit peu en péril la société. Forcément, une personne de moins. Aujourd'hui, on n'est pas du tout aidé. On ne peut pas remplacer si facilement que ça, en fait, un employé qui est malade. Donc, Surtout dans une petite structure. dans une toute petite structure, Ça absolument. coûte cher à la structure. Ça coûte très cher, on ne peut pas donc la remplacer. Donc, du coup, on demande aux autres collaborateurs de travailler davantage. Ce n'est pas forcément juste, ce n'est pas forcément bien perçu. Donc, il a fallu jongler avec tout le monde à ce moment-là et ça a duré pas mal de temps. C'est ça la difficulté. Ça a duré, ouais, ça a bien duré 3 ans, on va dire. Ouais, ça a bien duré 3 ans. Et ça dure encore? Ça dure un petit peu, ouais. C'est pas fini, on va dire. On va dire que c'est pas fini. C'est pas fini, donc. C'est pas fini. Et c'est vrai que ça met, forcément, il y a des tensions après dans l'équipe parce que d'un côté, bien sûr, on a quelqu'un qui n'a pas demandé cette situation et les autres qui subissent les conséquences. On a quand même dû à ce moment-là licencier 2 personnes aussi parce que ça coûte vraiment très cher à une petite entreprise. Encore une fois, c'est… Ce que tu dis, pour combler l'arrêt maladie, tu as dû licencier 2 personnes. Exactement, tout à fait. Parce que bien évidemment, l'entreprise continue à avoir des frais et bien évidemment, il y a un certain chiffre d'affaires qui ne se fait pas et bien sûr, ça a des conséquences. Donc, en fait, pour sécuriser la personne malade, toi, avec ton grand cœur, finalement, ton côté très humain, tu as oublié tes propres intérêts et même ceux de l'entreprise, puisque quelque part, c'est 2 autres salariés que tu as été obligé de licencier pour pouvoir combler ce déficit. Bien sûr, ouais, bien Donc, sûr. C'est intéressant. On ne nous laisse pas tellement le choix. Ce n'est pas des situations faciles du tout à vivre. Et du côté du chef d'entreprise et du côté de l'humain, ce n'est pas du tout du côté facile à gérer. Et malheureusement, il faut le faire. Alors, est-ce que je l'ai bien fait? Comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu intérieurement, émotionnellement cette situation? Parce que c'est quand même complexe, quoi. Tu te retrouves en contradiction finalement avec ce que tu as envie de faire, c'est mal perçu. Si jamais tu licencies une personne qui est malade, ou enfin en tout cas que voilà, Ça a été compliqué, c'était vraiment très compliqué et comment je l'ai perçu? En fait, mal, c'était beaucoup de tension, beaucoup d'inquiétude. Est-ce qu'on allait s'en sortir déjà? Est-ce que c'était quand même assez lourd comme période. C'est vrai que c'était assez lourd. Il a fallu sacrifier quand même 2 personnes qui n'avaient rien demandé. Ouais, c'est pas, il faut prendre des décisions. En même temps, la personne est fragile et vulnérable. Enfin voilà, Et toi, quelque part, qu'est-ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi, quoi? Est-ce que c'était une situation, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu, quoi? C'était, je sais pas, je l'ai très mal vécu. C'était pas, ouais, je pense que même j'ai dû à un moment donné prendre un peu la fuite ou je sais pas. Tu as vécu de la colère, de l'injustice?
De l'injustice, oui, de la colère peut-être un peu, mais oui, surtout de l'injustice en fait, parce qu'on demande à un chef d'entreprise de gérer des problèmes complètement extérieurs en fait, parce que déjà, c'est un métier qui ne s'apprend pas, et là, on nous demande de gérer des choses qui sont hors contrôle pour nous en fait. Je veux dire, je sais gérer une entreprise, enfin je le fais au mieux en tout cas, mais là, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est complètement hors contrôle, ouais, de l'injustice, ouais, bien sûr. Et puis surtout, oui, il faut essayer de parler avec les uns, les autres, enfin, je veux dire, pas les mettre, calmer les tensions. Voilà, c'était. Oui, parce qu'en fait, cette situation a fait que les collaborateurs qui étaient amis à la base ne se parlaient plus. Effectivement, il y a eu des grosses tensions Okay. entre Et les toi, en collaborateurs. tant que chef d'entreprise qui ressentait l'injustice, même de la colère, et finalement, c'est contre tes valeurs, puisque tes valeurs, c'est le partage, c'est la communication, c'est la joie, c'est l'entente. Et là, c'est la pire situation dans ton entreprise. Personne ne se parle, tout le monde se tire dans les pattes. Toi, Oui. finalement, comment tu as réagi à cette situation et qui est récente, hein, finalement, comment tu as réagi? Tu as parlé de fuite tout à l'heure. Oui, parce qu'on a envie de prendre la fuite. En même temps, moi, comment j'ai réagi? Ben, moi, j'ai gardé contact avec l'ensemble de l'équipe, avec qui j'essaie de passer du temps. Alors, probablement pas assez, parce que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, oui, j'ai gardé des contacts et essayé de faire en sorte que ça s'arrange et que ça aille de mieux en mieux. Mais c'est loin d'être évident. J'ai Ouais, essayé de recoller ça, mais c'est pas évident. ok. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as eu du mal à prendre le lead. Et puis, finalement, la situation, elle s'est détériorée d'année en année. Mm. Euh, et au bout de 3 ans, ben, finalement, tu en es toujours à un point, à un stade où c'est C'est encore, compliqué, absolument, mais c'est encore compliqué. À ton c'est avis, latent. ouais, on en a discuté ensemble et c'est intéressant parce qu'on a creusé, creusé, creusé. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé chercher cette position de leader, hein, encore une fois, qui n'est pas facile à prendre, hein, parce que tout à l'heure, tu l'as dit rapidement, mais du coup, quand tu as racheté l'agence, finalement, quelles étaient les raisons du rachat, déjà à la Les base? les raisons du rachat, c'était que je pensais vraiment que c'était une agence que j'ai vu naître en fait, hein, et qui est dans laquelle travaillaient de très bonnes amies de longue date avec qui j'ai commencé dans le tourisme. Donc, ça me paraissait en fait une évidence de leur tendre la main afin de sortir cette agence en fait de la situation dans laquelle elle était et de continuer en fait à la faire grandir ensemble. Voilà, de la sauver, mais je pensais qu'on pouvait continuer ensemble à faire grandir. En tout cas, Mais c'est il n'y avait pas de. Voilà, moi, je voyais ça. On a commencé ensemble toutes les trois quand on avait 20 ans, et je me disais qu'aujourd'hui, on était capable de travailler ensemble parce qu'on l'avait déjà fait et qu'il n'y avait pas besoin de leadership entre nous, il fallait qu'on fasse ça ensemble. ouais. Donc, en fait, tu as plutôt fait jouer ton côté sauveur Ouais, et puis après, je me suis arrêtée là. sans, sans prendre le leadership et c'est là où tu t'es pris les pieds dedans. Ouais, je pense, oui. Intéressant. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que finalement, il y a certainement ce rôle que tu n'as pas voulu prendre, en tout cas, t'as empêché de prendre les décisions que tu vas peut-être prendre aujourd'hui. Quelle croyance t'a amené en fait à faire ça par rapport à l'image du patron que tu as? Finalement, Alors, quelle image en premier tu lieu, peux c'est avoir du simplement. patron? En premier lieu, d'abord parce que mes collaboratrices sont des gens compétentes, donc je pensais pas avoir, je pense encore d'ailleurs aujourd'hui, ne pas avoir forcément à leur amener quelque chose dans leur travail. Elles savent le faire et elles le font relativement bien. Donc, petit détail dont on a parlé effectivement ensemble qui pourrait
apporter la différence, c'est que c'est une agence donc spécialisée en plongée sous-marine et moi, je ne plongerai jamais. Et donc, du coup, le métier qu'elles font, je ne pourrais jamais le faire. Donc, je ne me suis pas en fait immiscée dans leur travail parce que je pensais que tout simplement, elles n'avaient pas besoin de moi pour… mais je pense que j'avais occulté tout le côté parce qu'il n'y a pas que la vente de voyage, il n'y a pas que la plongée. Quand on gère une agence, il y a tout le reste. Tout le reste, je le fais. Alors, peut-être qu'effectivement, aux yeux de certains collaborateurs, ça ne se voit pas, mais c'est vrai qu'il y a tout un côté en fait administratif qui peut être parfois lourd à gérer. Mais c'est vrai que je ne vendrai jamais de la plongée sous-marine. Voilà, ça c'est sûr que j'apporterai jamais un plus parce que j'en vendrai jamais. Je ne suis pas capable de le faire. Ouais, et tu m'as dit tu m'as parlé d'une chose, tu m'as dit dans ta façon de fonctionner, hein, si ma hiérarchie m'apporte plus que moi ce que je connais, je la respecte. Voilà. Sinon, je la respecte pas. En tout cas, ça, c'est ta croyance. Donc, forcément, toi, vu que tu pensais ne pas leur apporter plus, du coup… Je me suis mis inconsciemment inconsciemment dans une position basse, pas de leader, puisque quelque part, en tout cas, cette croyance, tu te l'es appliquée, à toi-même, et donc, du coup, tu n'as pas pris, en tout cas, tu n'as pas pris ta place. En tout cas, celle que tu aurais pu prendre. Et quelque part, c'est une forme aussi de non-considération ou de dévalorisation, puisque finalement, quelque part, même si tu ne connais pas leur métier, comme tu l'as dit, tu as d'extraordinaires qualités, puisque du coup, les voyages de Joséphine tournaient déjà depuis un certain temps. Donc, exactement. Et puis, quelque part, tu as voulu sauver les copines aussi. Aussi, absolument, tout à fait. Oui. OK. Donc, au final, le fait de t'être oublié dans l'histoire, d'avoir porté l'intérêt sur les autres plus qu'à toi et à ton entreprise, c'est quoi les conséquences pour toi au final, dans cette entreprise que du coup, tu te poses même parfois des questions aujourd'hui? Quelles ont été les conséquences? Les conséquences, c'est qu'en fait… de ces problématiques de gestion du personnel, finalement, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux en venir à penser de cette entreprise, alors que c'est ta passion? Aujourd'hui, le souci, c'est qu'on finit par s'oublier, en fait. On est un petit peu perdu, on finit par s'oublier et en fait, on se retrouve… Oui, c'est ça. Absolument. On se retrouve en fait dans une situation où on ne fait plus sa passion, on finit par gérer les soucis, gérer les problèmes. Et moi, c'est pas pour ça que j'ai monté ma boîte, c'est pas pour ça que j'ai monté mon agence. Aujourd'hui, voilà, je ne fais plus ma passion, j'ai plus le temps. Voilà, j'ai perdu en fait l'enthousiasme et ma passion. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors qu'à la base, c'est quand même… c'est pour ça que je l'ai fait, en fait, à la base. C'est ça que tu l'as fait, et c'est encore ça qui te nourrit, mais cette situation t'a complètement englouti jusqu'à aujourd'hui te sentir dans la frustration et dans le mal-être, alors qu'à la base, c'est censé être… ton métier te passionne. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu lis? Tu m'as dit que, effectivement, un ami te répète souvent une phrase. Est-ce que tu peux me parler de cette phrase-là? Et finalement, qu'est-ce que tu lis derrière ces propos? Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que par rapport aux employés, le patron, en tout cas, a une très mauvaise image, même si on s'efforce de le faire le mieux possible, de la façon la plus humaine possible, etc. On a toujours… c'est ce que tu crois, ça c'est ta croyance. Oui, c'est ce que je crois, ouais, mais peut-être… tu la crois fortement. Mais on n'est pas toujours considéré à notre juste valeur, en fait. Voilà, c'est pas facile. Le rôle qui est le nôtre est vraiment pas facile. Et c'est vrai qu'on a vite fait de critiquer le patron et ses décisions, sans forcément connaître les conséquences et pourquoi.
il prend ses décisions, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas beaucoup considéré et les employés aujourd'hui ont plus de pouvoir à la rigueur qu'on a le Oui. patron. Hein. C'est En tout cas, difficile. Hein. aujourd'hui, c'est comme ça que tu le Les ressens droits, exactement. à l'intérieur, et ce qui fait que forcément, ça ne se passe pas forcément comme ça partout, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est dans la réalité, on peut être confronté à ce genre de problématique. Et quand on l'est, eh bien, ça donne quelque part, ça valide cette croyance-là. En tout cas, ce que tu dis, c'est intéressant. Quand on est une femme chef d'entreprise, plus qu'un homme d'ailleurs, hein, il va être important de se muscler, de muscler son muscle du compliment pour soi-même. Parce que quand on est une femme, on va être encore plus confronté au rejet qu'un homme. Parce que quand une femme commence à prendre des décisions, commence à taper du poing sur la table, mais en douceur, mais quand même prendre des décisions, eh bien, par rapport à la culture, par rapport à l'histoire, elle va se sentir déjà, elle, beaucoup plus rejetée. Et c'est une réalité, même entre femmes. On va la prendre tout de suite pour une… c'est qui celle-là? Pour qui elle se prend? Pour qui elle se prend celle-là? Alors que si c'est un homme qui va faire la même chose, eh bien lui, quelque part, ça va passer, parce que dans son image d'homme, prendre des décisions et le pouvoir, c'est beaucoup plus ancré dans la culture, dans l'entreprise, dans la société, dans le sociétal, etc. Ce qui l'est beaucoup moins pour la femme. D'ailleurs, si on prend l'historique des femmes et sur le marché du travail, il est quand même assez récent. Il date des années 70. Et encore, dans les comités de direction, il y en a de moins en moins. Et si on regarde le nombre de femmes chefs d'entreprise, ne serait-ce que dans les PME, et il y a une femme sur 5 chefs d'entreprise, donc elles sont encore peu présentes. Et quand elles ont besoin de prendre la parole, eh bien forcément, ça génère de la critique. Ce qui veut dire que quand on devient dirigeante ou chef d'entreprise, la première chose vraiment à travailler dans sa croissance personnelle, c'est vraiment se muscler soi-même, à l'estime de soi, à se complimenter pour avoir un muscle du compliment tellement fort qu'on devient de plus en plus insensible au rejet. Et ça, vraiment, c'est essentiel parce que sinon, c'est difficile, c'est vraiment difficile à vivre et c'est l'extérieur qui joue une grosse influence sur nous et sur notre état émotionnel. Et effectivement, quand on a un peu ce manque affectif et ce vide, on a besoin de se nourrir à l'externe. Et effectivement, si dans notre entreprise, eh bien, ça se passe mal ou c'est un peu compliqué, on ne va pas être bien. Et c'est là où plus on va être musclé de l'intérieur, plus ça va nous aider à prendre des décisions qui sont parfois très difficiles à prendre, mais où on va se muscler et laisser la culpabilité de côté, parce que déjà porter son intérêt à soi-même, ça va être essentiel pour pouvoir porter ensuite l'intérêt aux autres, quoi. Et c'est exactement ce que tu, en tout cas, ce que tu as vécu, et je trouve ça difficile et à la fois tellement génial, parce que quand on tombe dans le bas comme ça et dans ces difficultés, on ne peut que remonter. Donc en tout cas, c'est formidable, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que tu vas pouvoir transformer et te sentir beaucoup mieux à l'intérieur. Donc en tout cas, il y a certainement plein de femmes qui nous écoutent et on a tous été confrontés, je pense, à cela à un moment donné de notre vie, et c'est challengeant, et à la fois c'est ce qui nous permet en tout cas de grandir pour ne plus avoir à gérer ce type de situation, ou à le gérer autrement. Comme on se disait, hein, c'est comme un accident. On en parlait ensemble dans la préparation de l'interview. Quand on est face à un accident, d'ailleurs le Covid, est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Le Covid est là. Dans quel état d'esprit tu es? Parce que dans l'univers du tourisme, ça aussi encore, c'est un deuxième accident
qui survient dans ton parcours de femme chef d'entreprise. Oui, et pas le moindre. Le tourisme est En parler. Oui, bien sûr. Le tourisme est véritablement touché de plein fouet avec cette crise du Covid. On pensait en fait que, déjà, on a été les premiers, le tourisme, les agences de voyage, tout le secteur du tourisme comme ça, on a été les premiers touchés et on sera les derniers touchés. On n'est pas prêt de sortir de l'auberge, comme on dit, mais on n'en voit pas le bout. On pensait en fait que l'arrêt était extrêmement compliqué, puisqu'en fait, on nous a annoncé, comme tout le monde, qu'il fallait se mettre en confinement. Il a fallu qu'on rapatrie tous nos clients qui étaient partout dans le monde, qu'on les fasse rentrer très rapidement. Certains, ça a été facile, d'autres moins. Il y a quand on réservait des vols retour, il a fallu quelquefois les réserver plusieurs fois parce qu'entre-temps, les compagnies annulaient leurs vols ou annulaient les escales. Enfin, je veux dire, ça s'est fait de façon très compliquée. Certains clients n'ont pas voulu rentrer parce qu'ils n'ont pas compris l'urgence, en fait, et puis ils étaient mis à destination. Donc, voilà, le tout début du Covid était très compliqué pour nous et on pensait qu'en fait, voilà, le plus dur était fait. Après, il a fallu rentrer dans l'annulation des voyages et les reports. On était donc au mois de mars, on s'imaginait qu'en fait, au mois de juin, ce serait fini, qu'on sauverait notre été et puis qu'on allait repartir et certains clients avaient même reprotégé leur voyage là, courant juillet-août. Et finalement, là, on est fin juillet et rien n'a véritablement redémarré. Donc, concrètement, en termes de chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires, il a baissé de combien de pourcents? Je n'ai pas calculé en pourcentage, mais en tout cas, on est à plus de 600 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, on a à peu près à 50%. Ouais. Oui, tu as perdu pour l'instant. Ça s'est arrêté net de 50% de chiffre d'affaires. Exactement. Oui. Ça s'est arrêté net. Notre dernier départ, nos derniers clients sont partis le 14 mars. J'ai eu un départ samedi, donc voilà, une dame qui partait faire une croisière en Corse, donc ouais, sinon ça ne redémarre pas. Et c'est pas que les clients ne veulent pas partir. La plupart des clients veulent partir, sauf qu'on a des difficultés avec les conditions sanitaires dans les pays, les frontières qui sont fermées, les compagnies aériennes qui annulent leurs vols, qui les mettent, qui les modifient, etc. Et il faut savoir que nous, en tant qu'agent de voyage, on est absolument responsable de tout, ou presque. Et il faut absolument qu'on assume. Donc, un client qui passe par une agence, eh bien, on le prend en charge dans sa totalité du voyage. Et qu'il parte ou qu'il parte pas, en tout cas, c'est à nous de tout assumer, de tout faire en sorte que ça se passe bien. Donc, ça devient extrêmement compliqué et on n'en voit pas le bout. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on fait et on nous demande de défaire pour refaire sans aucune visibilité. Et puis tout ça, c'est cadeau parce que on a… Voilà, c'est gratuit. Financièrement, comment est-ce que tu gères parce que finalement, tu as les charges qui continuent à tourner. Tes employés, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en as fait jusqu'à présent et comment tu fonctionnes ça... Alors, les employés, heureusement, on a quand même certaines aides. Les employés sont au chômage partiel, donc rémunérés 84%. Donc, bien sûr, c'est une petite perte de salaire quand même, mais là, voilà, globalement, c'est convenable. Mais moi, en tant que gérante, je n'ai absolument aucun revenu. Alors, c'est vrai que ça étonne beaucoup quand j'en parle, mais il faut savoir que les gérants, alors pas forcément que dans le tourisme, partout. Oui, les gens, voilà, le statut de gérant ne permet à ce jour absolument pas du tout avoir le droit au chômage. Alors, je pensais que, ça je le savais, mais je pensais que, comme notre président l'a dit, on ne laissera personne sous le carreau et puis tout le monde sera aidé. Je me suis dit peut-être qu'on va effectivement nous aussi avoir une certaine aide. Eh bien non, depuis le mois de mars, on n'a pas 1 € d'aide. Il y a les 1 500 €, mais les 1 500 € couvrent à peine les frais, quoi. Donc, exactement. Les 1 500 €, donc c'est les entreprises qui les touchent. Et en ce qui nous concerne, en fait, c'est mon salaire. C'est pas mon salaire et c'est l'entreprise qui touche ces 1 500 € et ça permet à l'entreprise de payer les loyers, de payer les frais bancaires, les frais comptables, les mutuelles, enfin voilà, tous les frais fixes, les téléphones, etc. Tous les frais fixes de l'agence. Et bien sûr, ça ne couvre pas déjà ces frais-là. Donc, c'est très compliqué. Je ne comprends pas, je me pose la question, je ne comprends pas pourquoi les gérants sont les grands oubliés de cette crise sanitaire parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
plus, on a besoin d'un peu plus. Et j'essaie de me battre, j'essaie de faire valoir ce droit partout où je peux, parce que je trouve que c'est voilà, une vraie injustice. Et parce que si le gérant s'épuise et que financièrement il ne suit plus, il va aller directement au dépôt de bilan. Et si dépôt de bilan, c'est l'équipe derrière qui est au chômage, mais là, du coup, véritablement au chômage. Donc, si on n'aide pas les gérants, c'est tout qui va s'écrouler, hein. Il faut quand même comprendre ça, quoi. Ouais, je comprends ce que tu dis et j'entends cette colère et cette injustice. En tout cas, quelle est ta plus grande peur, hein, aujourd'hui, là, maintenant Ben, c'est que dans ce malaise et ce mal-être, et puis il y a une réalité économique aussi, hein, mais du coup, alors voilà, ben, de toute ça aide, façon, ça tout aide pas dépend de pour… Quelle est ta plus grande peur? ma plus grande peur aujourd'hui, c'est de devoir arrêter, de devoir déposer le bilan parce que ça ne redémarre pas. Parce que, alors, encore une fois, ce n'est pas les clients, hein, voilà, Oui, c'est l'environnement. c'est l'environnement, etc. Si on continue de ne pas pouvoir se projeter, de ne pas pouvoir réserver de nouveaux voyages et de continuer d'annuler les voyages que l'on a, on va bien évidemment être obligé de déposer le bilan. On n'aura absolument pas le choix. Et encore une fois, alors, il faut savoir que le tourisme est une profession extrêmement réglementée. Et pour couvrir le consommateur, nous sommes obligés de verser une caution qui est de minimum 100 000 € l'ouverture de l'agence. Et en ce qui nous concerne, avec notre chiffre d'affaires, on en est à plus de 450 000 €. Et bien évidemment, tous les gérants d'agences de voyage mettent en caution en fait leurs biens immobiliers. Donc, c'est bien sûr ce qu'on a dû faire. Donc, ça veut dire que dans le tableau le plus noir, si demain on ne réussit pas à sortir de cette crise-là, et si je dois fermer l'agence, mais ce sera le cas de toutes les agences de voyage, non seulement je perds mon emploi, je ne serai pas au chômage, je n'aurai le droit à aucune indemnité, mais je perds en plus ma maison. Donc, je veux dire, je passe du statut de chef d'entreprise au statut SDF, tout simplement. Okay. Et c'est une véritable injustice, et c'est vrai que ça ne se sait pas, et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et voilà, on a un petit peu la peur au ventre. Je comprends qu'effectivement, ce soit quelque chose Très angoissant, hein, même on a beau être optimiste, mais… C'est angoissant. Effectivement, dans ce cas-là, c'est comme un accident. On en parlait, hein, c'est comme un accident de vie. Il y a deux solutions. Il y a soit la solution où effectivement je m'enfonce, je m'embourbe et je suis dans mes peurs et dans la peur de quelque part de tout perdre, et ce qui m'empêche de me réinventer, d'être créatif et de trouver des idées, parce qu'il y en a toujours, ou en tout cas une autre voie si jamais voilà, ça allait, voilà, ça se passait mal. Oui, à la solution, effectivement, je trouve cette autre voie, je suis dans un mode de changement. Mais cette solution, en fait, elle ne passe que par un état de bien-être intérieur. Et effectivement, il y a une étape à franchir. Et je pense que tu as encore une étape à franchir au niveau de l'intérieur, et c'est normal ce que tu vis, c'est pas ta faute aujourd'hui. Tu n'as pas encore les outils pour travailler le psycho-émotionnel, et c'est des vrais chocs émotionnels que de se retrouver dans ces situations. Et à la fois, il y a forcément un cadeau caché. On en a discuté ensemble pendant la préparation de l'interview. Du coup, quel pourrait être pour toi finalement le cadeau caché de cette situation, déjà par rapport à l'organisation de ton équipe qui depuis 3 ans est finalement en difficulté et crée beaucoup de mal-être et de frustration pour toi, quoi. Eh bien, écoute, aujourd'hui, effectivement, j'ai encore un chemin à faire, et d'ailleurs, je compte sur toi pour m'aider à faire ce chemin. Avec grand plaisir, Joséphine. Voilà, on l'a débuté ce chemin, et voilà, le reste est à venir. Mais en tout cas, on a déjà commencé à mettre la première pierre à l'édifice, on va dire. Et écoute, oui, si ça devait s'arrêter, ça s'arrêtera. Je suis quelqu'un d'assez, comme je dis souvent, d'optimiste. Et aujourd'hui, j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver et de me trouver un plan B pour mieux en fait passer mon plan. Voilà. Donc, si mon plan A ne fonctionne pas, il faut que je trouve un refuge ailleurs, et c'est ce que je suis en train de chercher. J'ai besoin de recul pour ça, et de me ressourcer. C'est ce que je m'applique à faire en ce moment pour voir plus clair en l'avenir, et puis d'y retourner de façon sereine avec la pêche comme j'ai toujours eu. Exactement, et avec créativité, parce qu'il y a forcément, je dirais, quand on arrive
gagner en sérénité. C'est là où on va utiliser son cerveau le plus intelligent, son cerveau créatif. Et là, il y a des solutions qui vont arriver, quelles qu'elles soient. Et le plan B va forcément venir. Et étant une intuitive comme tu es, il y a forcément des choses qui vont arriver, même si c'est difficile. Et c'est là où effectivement avoir un soutien extérieur en tant que chef d'entreprise, c'est difficile parce que du coup, ces salariés, c'est pas avec eux qu'on va pouvoir co-construire évidemment, mais si eux sont déjà en difficulté, ça va être compliqué. En tout cas, on a évoqué ensemble un cadeau caché par rapport à cette situation et ton équipe qui, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, t'as pas pu prendre les décisions que tu avais voulu prendre. Qu'est-ce que le Covid, finalement, va permettre en termes de réorganisation et qui pourrait justement permettre de mieux s'en sortir financièrement. On va voir, voilà, je vais regarder un petit peu de plus près ce que je vais pouvoir effectivement organiser pour réduire un maximum en fait les frais, pour se mettre en protection le plus possible, pour pouvoir passer cette crise le plus facilement possible. Donc, on va étudier effectivement les dépenses et voilà, se mettre la réduction des effectifs, puisque de toute façon, malheureusement, on est obligé de passer par là dans ce genre de situation et ça fait partie de la décision du chef d'entreprise. Exactement, tout à fait. Il y a des décisions à prendre et on va regarder ça de plus près à la rentrée. Enfin, les mois prochains, on va regarder ça de plus près, effectivement. D'accord, ok. Alors, on arrive à la dernière question. Comment envisages-tu, en tout cas, de faire cette nouvelle transition et surtout de la réussir, si on résume? Par rapport à… Transition, c'est un changement. Demain ne sera plus jamais comme avant, hein, avec cette situation de crise en tant que chef d'entreprise. Comment t'envisages de faire cette transition et de la réussir du coup, voilà, si tu résumes. La réussite, au niveau de l'agence, on va essayer en fait de proposer des nouveaux produits qui sont plus adaptés en fait aux clients, d'aller un peu plus dans tout ce qui est écologie, de faire des groupes, mais des circuits ou privatifs ou avec un petit nombre de participants. On va essayer de s'adapter un maximum à la demande du client pour avancer dans le tourisme en fait. D'accord, ok. Impeccable. Et puis, du coup, par rapport à toi personnellement, pour te sentir mieux et monter ton niveau de bien-être, de sérénité et puis de joie aussi, parce que c'est important, comme tu l'as dit, j'ai fait ce métier pour quelque part y trouver de la joie, pouvoir mettre ma passion en œuvre, etc. et faire mon métier, être avec les clients. Du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour retrouver en tout cas cette énergie qui t'est si chère, hein, l'optimisme, la joie, l'intuition, la créativité qui fait partie de toi? Déjà, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin de me ressourcer, de prendre du recul en fait pour y voir un petit peu plus clair dans cette situation. Et puis j'ai bien l'intention, comme je te l'ai dit, que tu m'aides à aller de l'avant et à ajuster les curseurs qui vont pas bien ou à donner les clés qui me manquent carrément dans certains domaines pour m'épanouir et puis pour recommencer en fait à retrouver du plaisir dans mon métier que j'aime tant en fait et j'ai pas du tout envie de l'abandonner comme ça. Je suis pas prête encore à l'abandonner et j'ai besoin encore il y a des petits réglages à faire et je pense que tu m'apporteras ça sans aucun souci pour que je puisse aller… Et ce sera avec grand plaisir, Joséphine, parce que, écoute, ce que tu vis, beaucoup de mes clientes, et j'en ai quelques-unes dans le domaine du tourisme, qui effectivement vivent la même chose que toi, puis dans d'autres secteurs d'activité, et qui aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, avec des outils de transformation neuro-émotionnelle et en se musclant, je dirais,
au bien-être, en tout cas ont complètement changé leur état interne qui leur donne aujourd'hui, malgré les complexités, en tout cas une capacité à dépasser les obstacles qui moi-même m'impressionnent et les impressionnent eux-mêmes, parce qu'en fait, ta réalité intérieure crée, eh bien, en tout cas, ce que tu vis à l'intérieur crée ta réalité aussi, malgré, je dirais, l'environnement. Donc, à un moment donné, on a la capacité, face aux obstacles, de toujours rebondir, même si c'est pas à la base ce qu'on avait prévu, et de garder un certain niveau de sérénité. Et en fait, c'est ces chefs d'entreprise-là qui sont câblés d'un point de vue psychologique et physiologiquement, qui réussissent, parce que forcément, dans ces situations-là, c'est difficile et c'est nécessaire, en tout cas, d'avoir l'interne câblé et solide pour pouvoir, en tout cas, dépasser ces complexités et tout cet environnement qui est compliqué. Donc, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je te remercie pour cette magnifique interview et tout ce beau parcours et toute cette authenticité avec laquelle voilà, tu nous as partagé ton parcours. Je te remercie parce que ce n'est pas quelque chose de facile et je sais que tu étais inquiète aussi. Ce n'est pas forcément très simple de se dévoiler. Donc, bravo à toi pour l'avoir fait, parce que voilà, c'est tout un parcours, c'est pas forcément évident de le mettre, voilà, de le mettre à l'honneur, et tu l'as fait, et c'est génial parce que c'est une partie aussi, une phase d'acceptation pour mieux, en tout cas, avancer. Et puis, je suis sûre que ça a aidé plein de femmes chefs d'entreprise qui nous ont regardé, qui peuvent se situer dans la même situation, ou qui l'ont déjà vécu, ou qui pourront le vivre. En tout cas, cette émission, elle est là pour vous dire, mesdames, que vous n'êtes pas seules, et que d'autres l'ont fait, sont passés par là. Et en tout cas, ensemble, en sororité, entre femmes chefs d'entreprise, c'est un bon moyen pour s'aider à dépasser les obstacles et les complexités. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Joséphine, pour profiter et réserver d'un magnifique voyage sur mesure? Eh bien, sur mon site, lesvoyagesdejoséphine.fr, les voyages de Joséphine tout simplement pour le site internet, et océane.com vous rencontrerez donc mes collaboratrices pour la plongée sous-marine. Elles aussi, elles font du sur-mesure, elles connaissent parfaitement bien, elles sont passionnées de voyage et de plongée, et du coup, ça permet, en fait, elles connaissent aussi bien tous les océans, partout où il faut aller plonger, à quel moment de l'année, quels poissons découvrir. Enfin voilà, c'est vraiment leur domaine que je ne maîtrise effectivement pas, mais c'est passionnant. Génial. Bon, de toute façon, on mettra sur les réseaux sociaux les liens de tes différentes agences pour que les personnes te contactent si elles le souhaitent. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions, Laetitia, ou pas? Alors, j'attends ta réponse. Je ne vois pas de questions. Réponse, non. J'attends que Laetitia réponde de l'autre côté. Non, je ne vois pas. Eh bien, en tout cas, on va clôturer. Je te remercie vraiment, Joséphine, pour ce partage. Ça a été un vrai plaisir. Et je te souhaite de passer une belle fin de semaine en vacances. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir fait cette interview depuis tes vacances à la montagne au vert, où tu es en train de te ressourcer et de prendre du recul. Donc, je te souhaite une magnifique semaine de prise de recul, de sérénité, de repos pour mieux rebondir. Et puis, par rapport à Emmanuel, eh bien, l'actualité, c'est l'ouverture cette semaine de l'Académie Leader Life au féminin, un programme pour exclusivement 15 femmes chefs d'entreprise que je vais suivre sur un an au travers d'accompagnements individuels et collectifs, justement pour passer un cap, autant
personnellement que, je dirais, dans ces stratégies d'affaires, que ce soit management, organisation, etc. Et c'est surtout l'interne qui, à un moment donné, va vous permettre de passer le cap. Souvent, on croit qu'on a des problèmes de business, mais en fait, on a souvent des problèmes psycho-émotionnels et ensuite, les stratégies externes arrivent. Mais l'interne est pour 75%, je dirais, de la réussite, de notre réussite. Donc, un beau programme. Et si vous êtes tenté, eh ben, venez en discuter avec moi, puisque les inscriptions sont ouvertes. Et eh bien, les réservations se font vite. Voilà, ben, je vous souhaite en tout cas une magnifique soirée à tous et à toutes. Et puis, encore merci Joséphine. Et puis, à très bientôt. Notre Merci. prochaine émission a lieu dans le… ça doit être le 12 août, je ne sais plus. Le mercredi, c'est la semaine du 12 août. Voilà, dans 15 jours. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Au revoir, Joséphine. Merci Manuel, au revoir.